Un ministre africain vient d'accuser la France en direct. Pas un activiste, pas un blogueur. Le ministre de l'Intérieur du Niger lui-même en uniforme, face à la caméra. Il dit que tant que Macron est au pouvoir, le terrorisme au Sahel ne s'arrêtera pas. Pense à ce que ça veut dire. Pendant que des milliers de civils meurent, des femmes, des enfants, il y aurait des mains étrangères derrière tout ça. Cette vidéo, les grandes chaînes ne la montreront jamais. Abonne-toi si t'es nouveau ici. Like si tu penses que l'Afrique mérite la vérité. Regarde jusqu'à la fin parce que ce qu'il dit ensuite est encore plus lourd. Qui généralement est fait par la gendarmerie. Donc chaque fois quand vous voyez une troupe militaire s'engager, les OPJ, il y a toujours les OPG qui suivent. Donc, tout ça pour pouvoir documenter, parce qu'à l'épreuve du temps, on a compris que certains bandits qu'on arrivait à attraper, on les remettait à la justice et on nous reprochait qu'il n'y avait pas de preuves. Ils sont relâchés après. Ils sont relâchés automatiquement après. Bon, un militaire, on ne lui a pas appris à faire un PV. On lui a appris à aller au combat. Celui qui doit faire le PV, c'est lui qui doit adresser toutes ces questions, c'est bien le gendarme. Bien sûr. Donc finalement, on essaie d'aller ensemble avec cela. Maintenant, au niveau des escadrons polyvalents, vous avez ces OPJ, vous avez ces gens qui sur le terrain peuvent vous faire un rapport. Une fois qu'il réfère quelqu'un, toute la documentation est là pour pouvoir le charger et pouvoir vraiment le mettre devant ses responsabilités. Donc ces genres d'escadrons, elles sont autonomes, ils peuvent travailler dans un environnement isolé, avec tous leurs moyens, pourvu qu'on leur donne le moyen. Comme une force spéciale. Exactement. Non, différent des forces spéciales. C'est une force régulière. Parce qu'il y a aussi les forces spéciales au niveau de la garde nationale qui sont là aussi, qui font ce travail. Il y a aussi ces forces spéciales au niveau de la police, qu'on appelle les CMCF. Ou bien la brigade d'intervention, celle qui a intervenu le jour de l'attaque de l'aéroport. Si vous vous souvenez. Bien sûr. C'est des gens qui travaillent effectivement, qui ont ces techniques de pouvoir réagir à ces genres d'attaques. Donc, notre stratégie, c'est la montée en puissance. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des effectifs. Ça fait longtemps que ce pays, que cette armée, que ces forces de défense et de sécurité ont toujours posé ce problème d'effectifs. Malheureusement, on n'a pas très bien été écouté et qui fait que des années, c'est maintenant véritablement que vous sentez qu'on recrute beaucoup. Au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau donc de la gendarmerie et de la garde. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre quand même que certaines localités, pas des moindres, je peux vous citer Tilia, que je connais, qui n'avait pas de commissariat, des préfectures. Donc, vous ne pouvez pas imaginer que des endroits comme ça existent encore au Niger. Donc, il fallait les recenser, les communes, et trouver vraiment la possibilité de pouvoir traiter ces questions-là avec ces gens parce qu'ils sont demandeurs. C'est une évidence. On ne peut pas être à Tilia et ne pas disposer d'un commissariat. Parce qu'il faut savoir c'est où Tilia d'abord. Donc tout ce qui se passe là-bas souvent échappait à l'État parce qu'il n'y avait pas ce rapport qui venait, ces comptes rendus qu'on faisait directement. L'armée peut très bien se pencher sur des questions précises, mais pour entrer dans la subtilité, il faut les autres forces qui ont été formées pour ça. C'est la police, c'est les unités de renseignement. C'est eux à qui on reconnaît ce genre d'activité. Donc, nous allons continuer le recrutement. Et le recrutement, quand nous le faisons au niveau de la police, il est quantitatif et il est qualitatif. Ah oui, parce que nous recrutons vraiment des universitaires. Nous recrutons des gens qui sont des spécialistes dans des domaines pointus, tels que l'informatisation, qui ont le background civil pointu. Nous les recrutons pour pouvoir vraiment renforcer en capacité et dans tous les domaines, pour que notre police puisse être moderne. Professionnelle. Voilà, moderne et professionnelle. Parce qu'il faut d'abord, c'est vrai, nous sommes dans l'urgence, il faut répondre aux questions sécuritaires, mais il faut aller à la modernisation. C'est ce qu'on dit, c'est les effectifs, c'est la modernisation, et cette fois-ci, c'est aussi le renseignement. Justement, c'est le dernier niveau de la question, le renseignement. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Niger est un pays bien renseigné aujourd'hui? Est-ce que nos services de renseignement fonctionnent comme vous le souhaitez? Oui, ils sont très efficaces. Vous le constatez par vous-même. Parce que, il me semble que ça fait quoi? Ça fait bientôt, comme on a dit, M. Abdoulaye, 28 mois que la France a voulu nous taper dessus. Oui. Et justement, si aujourd'hui la France n'est pas venue nous taper dessus, c'est parce que certains renseignements lui manquent. Fonctionne, oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, militairement parlant, tu ne peux pas aller attaquer quelqu'un tant que tu n'as pas certains détails de renseignement. Et si tu n'arrives pas à les avoir, là, ça se complique. Et donc, tout le travail que nous sommes en train de faire, justement, c'est essayer de couper ces genres de renseignements. Et aussi leur dire souvent, parce qu'on arrive aussi à avoir des renseignements contre eux.
Donc de leur dire que ça, nous sommes au courant. Faites attention. Voilà, on vous voit venir. L'anticipation, la prospective, nous le faisons. Nous essayons de leur dire, de les adresser, écoutez, en faisant ça, vous n'avez aucune chance, puisque déjà, on comprend quel est votre objectif. Comme on le dit en planification militaire, quel est votre état final recherché. Donc nous le savons, donc nous les adressons. Faites attention, en faisant ça, vous ne pouvez pas réussir, puisque nous sommes déjà là, on a pris les dispositions qu'il faut. Donc le renseignement est utile. Nous avons des officiers de renseignement très pointus, qui font vraiment un travail considérable. Et ce renseignement aussi, nous appelons aussi la population, on le constate. La population participe vraiment ces temps-ci à nous donner des renseignements. Ça oui, on le fait. Donc c'est des efforts qu'il faut soutenir, c'est des efforts qu'il faut encourager pour que les gens puissent vraiment se sentir concernés dans cette dynamique sécuritaire dans laquelle nous sommes, parce que c'est une affaire de tout le monde. Il faut que nous le comprenions. Il faut que tout le monde sache que ce n'est pas uniquement militaire. Non, c'est tout le monde. Il y a les militaires qui jouent le rôle, il y a les chefs religieux, il y a les chefs traditionnels, il y a la population, il y a tout le monde, la société civile. Quand on est dans une situation comme ça, on voit un danger, on l'adresse tout de suite pour que les spécialistes puissent en prendre compte et puis pouvoir gérer donc, ce problème. Donc notre objectif est très clair, c'est disposer d'une force mieux formée, mieux équipée, mieux coordonnée, capable de répondre avec efficacité aux menaces qui sont constantes, qui évoluent d'une façon très rapide. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre d'État, quelle approche novatrice développez-vous aujourd'hui pour renforcer l'adhésion et la collaboration des populations aux efforts de sécurisation du pays? Parce que qui dit sécurisation, quand même, on a besoin de l'adhésion de la population, de sa participation, mais également de sa collaboration. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sans la confiance des populations, aucune stratégie sécuritaire ne tient la durée. Ça, il faut être convaincu là-dessus. Nous avons fait le choix, nous, à notre niveau, de placer le citoyen au cœur du dispositif. Cela se traduit par la mobilisation générale qui vient d'être décrétée, et aussi la mise en place des défenseurs de la patrie, comme on l'a dit. Mais surtout, un changement de posture. Qu'est-ce que ça implique? Plus de proximité, plus d'écoute, plus de respect dans l'action de nos forces sur le terrain. Donc, cette démarche, nous nous sommes appropriés cette démarche pour que nous puissions vraiment adresser ces questions de sécurité en mettant justement la population au centre de nos activités. Nous avons également structuré le dialogue avec les communautés, voilà, en impliquant davantage les chefs traditionnels, voilà, les leaders religieux, les acteurs locaux, et cela a permis une meilleure circulation de l'information. Pour pouvoir adresser très rapidement les menaces, au niveau donc avoir la bonne réaction, comme on dit, au niveau des forces de défense et de sécurité. Donc vraiment, c'est une collaboration population qui est très utile, que nous recommandons vivement au plus haut point. Est-ce que vous avez un mécanisme de protection des citoyens qui vous renseignent, par exemple? Bon, le meilleur renseignement, c'est qu'on ne sache pas qui te l'a donné. Parce que s'il faut se mettre à vouloir sécuriser tous ces agents de renseignement, on les appelle les sources, ça va être compliqué. Vous voyez bien. Donc, il y a des méthodes par lesquelles il faut passer pour donner l'information, pour que l'autre partie ne sache pas que c'est toi qui donnes l'information. Parce qu'une fois que tu es décelé, on dit tu es détruit. Une source décelée et une source détruite. Donc, elle n'a plus de valeur. Voilà, elle n'a plus de valeur. Donc, le mieux, c'est ça. Mais nous appelons les gens, il y a des mécanismes que nous mettons en place pour que les gens s'approchent, pour vraiment renseigner. Et nous permettre, et permettre aux spécialistes de vérifier ces renseignements. Parce qu'une information, elle se vérifie. Une fois qu'elle est vérifiée, elle se transforme en renseignement. Une fois qu'elle sera un renseignement, là, on peut agir là-dessus. Justement, monsieur le ministre, dans certaines zones, certaines personnes disent ne pas vouloir informer, par exemple, les services de sécurité, les forces de défense, etc., par peur de représailles. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens et comment comptez-vous régler ce problème? Justement, nous voulons qu'ils se départissent de cette idée de peur de représailles. Pour renseigner, tu n'as pas forcément besoin de venir directement pour renseigner. Il faut créer le cadre pour que les gens apprennent ce que tu veux dire d'une façon discrète. Et personne ne saura que c'est toi qui as informé. Je pense que c'est à travers ça qu'il faut y aller. Il faut expliquer. Il faut que les gens comprennent que vraiment il y a ceci, il y a cela. Parce que vous allez dans les zones chez les bandits, ils passent tout leur temps à arracher les téléphones des citoyens, à contrôler ce qu'il y a dedans. Dès qu'ils sont un peu suspicieux à ton égard, ils exécutent. Donc autant ne pas arriver là, voilà, et trouver la méthode la plus efficace de faire passer ton message pour que les forces puissent réagir, de pouvoir s'exhiber
et se mettent en danger. Et c'est ça qu'il faut réellement éviter. Est-ce qu'il y a des sensibilisations pour expliquer cela à la population? Oui, exactement. Exactement. Partout où les militaires sont en opération, ils expliquent qu'il y a des sensibilisations qui sont faites. Une fois qu'ils arrivent dans les communes, dans les villes, il y a naturellement des relations qui se tissent. Et il y en a qui viennent, qui acceptent de venir informer du danger, de ce qu'ils ont vu en allant au champ, ou de ce qu'ils ont constaté dans tel ou tel environnement, pour que les gens prennent les dispositions. On a connu beaucoup d'amitiés, des gens comme ça, dans les campagnes, qui sont toujours là, prêts à agir. Aujourd'hui, le concept d'Homme Lady s'appuie sur ça, sur ces opportunités qu'il y a. Et c'est ce que cette ordonnance de mobilisation, c'est ça que ça définit. La mobilisation aurait été beaucoup plus effective si nous avons pris dans notre démarche institutionnelle, si nous avons gardé cet état d'esprit de vouloir toujours continuer le service militaire. Les gens auraient pu percevoir tout son sens. Oui. Voilà. Mais malheureusement, depuis, je crois, les années 90, non, c'est ça, la conférence nationale, où on a suspendu ce service militaire. Supprimé carrément. Pour un pays comme le Niger, aujourd'hui, on est à l'épreuve du temps, on constate que c'était nécessaire. Voilà, il ne fallait pas y arrêter. Comptez-vous le ramener? Mais bien sûr que ça existe dans les dispositions. Il faut qu'on ramène le service militaire. L'année passée, la nécessité s'est fait poser parce que il y avait certains diplômés de l'enseignement supérieur qui auraient dû faire le service militaire. C'était les vacances passées. Ça n'a pas été possible pour des problèmes de ressources comme vous connaissez. Parce que l'embargo continue à faire toujours ses effets. Mais c'est des trucs, une fois que la situation économique se sentirait, certainement qu'on va ramener ça. Autant qu'on ait des gens qui sachent se défendre que des gens qui ne sachent pas se défendre. Aujourd'hui, le pays est vaste. On ne veut pas dire que tout Nigérien est un militaire, mais il faut que tout Nigérien soit une sentinelle. Voilà. Je pense que ça peut être cela. En allant dans les centres de formation, en faisant le service militaire, on acquiert certains réflexes. Et ce sont des réflexes qui sont utiles par des moments comme ça. Et c'est ce que nous cherchons à encourager. Donc aujourd'hui, les résultats sont vraiment encourageants. Les populations s'impliquent davantage. Le renseignement remonte mieux. Mais nous savons que la confiance se construit dans la durée, avec constance et exemplarité. Vous avez pris une mesure visant à recourir au Saint-Coran contre les citoyens qui seraient rendus coupables de complicité avec les terroristes. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? S'agit-il d'inciter les Nigériens à coopérer davantage avec nos FDS ou c'est quoi exactement? Merci, M. Abdoulaye. La stratégie de la refondation engagée dans notre pays s'appuie sur une réalité essentielle. Nos politiques publiques doivent s'ancrer dans nos valeurs, dans nos repères culturels et spirituels. Dans un contexte où la lutte contre le terrorisme exige la mobilisation de tout le monde, il ne suffit pas d'agir sur le plan militaire uniquement. Il est également nécessaire d'activer certains ressorts sociaux et moraux qui structurent notre société. Donc c'est dans cet esprit et en référence au Saint-Coran qu'on a voulu renforcer le sens de responsabilité individuelle et collective. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une opinion, c'est un général, ministre en exercice, qui parle sous serment. Si la France est réellement impliquée dans ce qui se passe au Sahel, alors chaque mort civile est un crime prémédité. L'Afrique se réveille. Et des hommes comme Toumba en sont la preuve. Like cette vidéo si tu refuses que l'Afrique continue de souffrir en silence. Abonne-toi, la suite de cet entretien arrive. Partage autour de toi. Ce que les médias cachent, c'est à nous de le dire. On se retrouve très vite.